Alors, aujourd'hui, on vous parle de la spiruline avec Camille. Alors, elle était déjà un des aliments traditionnels dans la culture aztèque en 1200, vers 1200 après Jésus-Christ. Donc, c'est pas tout nouveau. Elle est redécouverte après dans les pays industrialisés grâce à un botaniste belge qui la ramène d'une expédition au Tchad. La spiruline contient en moyenne 60% de protéines. Elle contient également de la vitamine A, D, E, K. On en a parlé la semaine dernière. Également les vitamines B1, B2, B3, B6, B8, de la vitamine K, de la bêta-carotène, des minéraux, des oligo-éléments comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc et encore une longue liste. Elle contient également des enzymes. Ensuite, il faut savoir que euh, voilà, celle-là contient des acides gras essentiels. Voilà ce qui arrive quand on ne lit pas bien ces textes. Alors, les études sur la spiruline montrent des effets sur son rôle hypolipémiant et hypocholestérolémiant, également un rôle anti-inflammatoire. Elle aurait une action immunomodulatoire, je vais y arriver décidément, et antibactérienne. Alors, elle a également des propriétés antivirales, antioxydantes. Et certaines études et l'utilisation en Inde a montré également qu'on pouvait l'utiliser dans des cas d'empoisonnement chronique à l'arsenic. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition de la spiruline? Bonjour Cédric, bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc la spiruline est en réalité une cyanobactérie. C'est un type de bactérie très ancien. Ça date de à peu près 3 milliards d'années. Donc ça existe depuis 3 milliards d'années. Donc, quand on dit cyanobactérie, c'est-à-dire que c'est une microalgue en réalité. Et en ce qui concerne la spiruline précisément, c'est une microalgue bleu-verte. Donc, bleu-verte, on a des différents types de microalgues rouges, etc. Et donc, la spiruline qu'on connaît au moins, mais parce qu'il y a d'autres types aussi de spiruline qui ne sont pas bleu-verte, mais en général, les espèces qu'on connaît, et les espèces, on va dire, comestibles, c'est un peu plus d'une trentaine d'espèces de spiruline qui sont comestibles, sont des microalgues bleu-vertes. Et donc l'espèce la plus connue, celle qu'on utilise en général pour fabriquer des compléments alimentaires, c'est la platensis, la spirulina platensis. Et donc, pour info, on l'appelle spiruline parce qu'elle a une forme spiralée. Donc, cette microalgue Mhm. a une forme spiralée. Donc, quand on dit cyanobactérie, c'est une prokaryote, parce que dans la répartition, classification des différentes bactéries, on a des bactéries qui sont extrêmement c'est-à-dire moins développées que d'autres. On a des bactéries prokaryotes et des bactéries eucaryotes, ou dans les cellules en général. Par exemple, nos propres cellules, les cellules des humains ou les cellules des mammifères en général, sont des eucaryotes. Et la spécificité de ces cellules eucaryotes, c'est qu'elles sont plus développées. Elles ont un noyau, l'ADN est bien protégé, etc. Donc, il y a beaucoup de régulation au niveau de la cellule, c'est complexe. Alors que pour les cyanobactéries, qui appartiennent à la famille des prokaryotes, sont des micro-organismes qui sont extrêmement simples. Ils n'ont pas, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas du tout de noyau. L'ADN baigne directement dans le cytoplasme et l'ADN est à chaque fois transcrit dans son entièreté juste pour avoir une protéine. Alors que ce qui n'est pas le cas chez nous ou chez les eucaryotes en général, où il n'y a que des fragments de l'ADN qui sont en général transcrits en fonction de la protéine qu'on veut synthétiser à partir de ça. Donc ça, c'était par rapport à ce qu'on pourrait considérer comment qu'on peut considérer la spiruline. Après, pour la composition, tu as déjà évoqué une bonne partie de sa composition avec les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc. Et puis, on a une bonne partie, comme tu l'as bien évoqué, donc en protéines.
C'est en général en fonction des espèces et en fonction des modes d'extraction et en fonction de la qualité, etc. On a à peu près entre 55% et 70% de protéines. Les protéines sont de très bonne qualité. C'est d'ailleurs l'une des très rares sources végétales de protéines qui soient plus ou moins bonnes, comparé bien sûr aux sources de protéines de référence qui sont les sources d'origine animale. Donc, on a assez peu en général de sources végétales qui sont de bonne qualité, qui contiennent une bonne quantité de protéines et de bonne qualité aussi. Donc, on a par exemple avec la spiruline, on a le moringa par exemple qui est aussi un petit peu équivalent en termes de qualité des protéines. Après, on a les antioxydants. Les différents antioxydants, mis à part les vitamines que tu avais citées, on a notamment les caroténoïdes. Avec le bêta-carotène en tête de liste, mais on a aussi d'autres types de caroténoïdes, pardon, qui est comme les xanthines en général, comme la zéaxanthine, la cryptoxanthine, la lutéine aussi comme caroténoïde, etc. Et puis en plus de ça, on a la chlorophylle. La chlorophylle qui a beaucoup de vertus aussi et très intéressante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Puis la phycocyanine aussi, la fameuse phycocyanine, qui est le pigment en fait qui donne cette couleur bleu-verte à la spiruline. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire sur la composition en général. Donc le principe actif principal ici pour la spiruline, bien qu'il en existe plusieurs, c'est la phycocyanine, bien entendu, qui a des vertus, différentes vertus antioxydantes, etc. Et puis également, bien sûr, tout ce qu'on a cité comme micronutriments et aussi la chlorophylle qui joue un rôle très important aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques? Oui, donc comme on l'avait déjà vu avec la composition, Mhm. on a donc différents effets métaboliques différents effets sur le métabolisme des Mhm. composants de la spiruline et notamment donc le principal effet, c'est un effet antioxydant. Et donc cet effet, il vient des vitamines antioxydantes, des caroténoïdes qu'on a, et puis surtout de la phycocyanine aussi, qui est un très puissant antioxydant. On peut avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Donc l'effet anti-inflammatoire est moins prononcé que l'effet antioxydant, bien entendu. Mais c'est quand même un effet assez intéressant. Bien sûr, on ne peut pas dissocier inflammation et stress oxydatif pour la simple raison que si on diminue le stress oxydatif, on diminue forcément l'inflammation aussi et vice-versa. Puis, on a aussi certaines études, des essais cliniques qui expliquent des effets, qui montrent des effets sur les lipides, par exemple sur le cholestérol, notamment des effets aussi sur l'appétit, où on a une régulation à la baisse de l'appétit. D'autres mécanismes aussi, d'autres voies métaboliques aussi qui stimulent l'anabolisme musculaire. Donc, soit par rapport au contenu très riche en protéines et d'assez bonne qualité de la spiruline. Donc, ça, c'est d'une part parce que parmi ces protéines-là, on trouve donc les fameuses protéines anabolisantes, ou plutôt les fameux acides aminés anabolisants, comme les acides aminés branchés, leucine, isoleucine, valine, ou de l'arginine, ou de l'ornithine, ou de la lysine, ou de la créatine, etc., qui ont aussi plus ou moins des effets anabolisants également. Donc là, c'est l'un de ces effets. Et puis, un autre effet qui est en fait l'effet anti-inflammatoire et antioxydant, qui agit aussi sur l'effet anabolisant, puisque si on a trop de stress oxydatif et trop d'inflammation, on anabolise moins et ça régule à la baisse les hormones anabolisantes, notamment l'insuline, l'IGF-1 et Mhm. l'hormone de croissance. Euh, Aussi, sans oublier un éventuel effet, je dis bien un éventuel parce qu'on n'a pas beaucoup d'études là-dessus, un éventuel effet anti-allergique, notamment surtout ça a été testé sur les rhinites allergiques
Et donc, on a une certaine régulation du système immunitaire, surtout au niveau des voies aériennes et au niveau des voies nasales. Et puis, sans oublier l'effet anti-résistance à l'insuline. Donc, ça améliore la résistance à l'insuline. Certainement, il n'y a pas un mécanisme bien précis ici, mais certainement à travers l'effet antioxydant de la phycocyanine. Et puis, en plus de ça, on a un effet général global. Donc, tous ces effets s'additionnent pour donner un effet stimulant sur le plan de l'activité, donc anti-fatigue, etc. Donc, ce sont les effets qu'on pourrait attendre de la spiruline. Bien sûr, il y a d'autres effets, mais qui sont moins documentés dans la littérature. Alors effectivement, avec les effets anabolisants, ben, on comprend mieux que les sportifs utilisent beaucoup la spiruline. C'est quand même, à mon sens, un des compléments qui est utilisé énormément chez les tracks. Oui, que les sportifs utilisent et apprécient énormément. Est-ce que tu peux nous parler justement, parce qu'on y arrive, des applications? Les applications, parmi certaines que j'avais citées déjà, donc les applications sur certaines maladies du système respiratoire, notamment, comme j'ai dit, la rhinite allergique, éventuellement peut-être d'autres applications aussi, que ce soit sur le système respiratoire ou d'ordre allergique aussi, mais ça n'est pas prouvé. On n'a pas encore d'études sur le sujet, mais ça viendra. Donc anti-allergique, antihistaminique, et puis également des applications très intéressantes par rapport au syndrome métabolique. Donc là, on a quelques études qui montrent quand même des études de bonne qualité méthodologique, des essais cliniques qui montrent que ça diminue les lipides, donc ça améliore les marqueurs des lipides, notamment ça diminue le cholestérol total, les LDL, ça augmente les HDL, ça diminue les triglycérides, bien que sur les triglycérides, on a moins d'effets que par rapport aux marqueurs du cholestérol. Également, comme on a déjà dit, ça améliore la résistance à l'insuline, ça améliore plutôt la sensibilité à l'insuline. On n'a que, à ma connaissance, un seul essai clinique là-dessus. Donc, d'autres essais cliniques sont nécessaires, mais c'est déjà assez probant. L'obésité également, quand on parle de cet effet anti-inflammatoire, de l'effet anti-stress oxydatif, anti-résistance à l'insuline, de la régulation des lipides, etc. Donc tout ça, en fait, on le retrouve dans l'obésité et donc ça n'est pas on va dire, ça n'est pas une solution qui va faire perdre du poids de façon directe, mais indirectement, ça traite beaucoup d'aspects de l'obésité et du syndrome métabolique. Et dans ce cas, ça aiderait beaucoup à la perte de poids. Donc, sans parler aussi de l'effet que j'avais déjà évoqué, l'effet métabolique que j'avais déjà évoqué sur les hormones de l'appétit, les neurohormones de l'appétit, où là, on a une régulation à la baisse, notamment de la gréline et une augmentation de la leptine, notamment pour ne citer que cela. On pourrait, comme tu l'as fait remarquer, donc parler aussi de l'utilisation chez le sportif, où là, on a quelques études aussi sur, par exemple, la diminution des douleurs dues aux courbatures, par exemple, des douleurs dues à l'entraînement, la diminution aussi du stress oxydatif, l'inflammation due à l'entraînement, donc la protection en réalité des tissus, l'amélioration de la régénération des tissus aussi, l'anabolisme musculaire. Quand on dit anabolisme, en fait, on parle d'anabolisme musculaire chez le sportif, mais aussi des autres tissus aussi. Quand on dit anabolisme musculaire, c'est-à-dire régénération des tissus qui ont été détruits par un stress physique et métabolique trop important. Et puis, on a quand même une étude qui parle de performance et une amélioration de la performance, surtout chez les athlètes ou les sportifs de résistance ou de force, on va dire. Mais bon, c'est des effets qu'on a de façon générale, puisque compte tenu des différents effets métaboliques, donc c'est clair que chez le sportif, il n'y a pas photo, on va avoir des effets intéressants, bien que ça reste encore des effets à documenter, hein, avec plus d'études.
Et comme aussi on avait parlé du fait que c'est très riche en vitamines, en minéraux, oligo-éléments, protéines, etc. Donc ça pourrait être dans ce cas-là un bon support pour les personnes qui ont des carences ou qui sont plus sujettes que d'autres à des carences en Mhm. général. Donc ça serait, ça pourrait remplacer en quelque sorte un multivitaminé, mais il ne faut pas comparer avec un multivitaminé quand même. La spiruline, si on voudrait le comparer, si on voudrait faire cette comparaison, c'est un multivitaminé d'une excellente qualité. Ça n'a rien à voir avec les multivitaminés classiques. C'est vraiment, ça contient des quantités importantes de micronutriments et en même temps en qualité supérieure. Et puis, tu avais au tout début de ta présentation parlé aussi de la spiruline comme entre guillemets détoxifiant. Donc, j'aime pas trop ce mot, mais euh, bon, c'est le mot qui est utilisé en général Mhm. comme chélateur, on va dire, de certains métaux toxiques. Bon, c'est une allégation qui n'a pas été prouvée pour l'instant, mais on sait très bien que quand on met la spiruline ou d'autres micro-algues, peu importe, dans l'eau, par exemple, une eau qui serait contaminée par euh, de l'eau ou du sol, par exemple, qui serait contaminée par des Des métaux métaux lourds, par lourds, ouais, exemple, ouais. ben, là, on a une purification, soit de l'eau ou du sol. Et donc, on pourrait imaginer que, il arrive la même chose au niveau de l'organisme. Mais déjà, on a une bonne utilisation de ça. Donc, si on mettrait de la spiruline dans de l'eau contaminée, l'eau Mhm. serait filtrée. Donc, c'est du moins ce qu'on pourrait dire sur cet effet de la spiruline qui reste quand même assez controversé parce que d'ailleurs, la chélation, la détoxification, etc., de ces métaux toxiques, ça nécessite beaucoup plus que ça. Euh, on pourrait, dans ce cas, imaginer combiner de la spiruline avec d'autres éléments qui vont rééquilibrer, par exemple, la phase 1 et la phase 2 de la détoxification au niveau du foie, qui pourrait aussi favoriser la chélation des métaux toxiques à l'extérieur de la cellule. On a des protocoles qui sont extrêmement précis dans ce sens-là et aussi combiné avec des plantes qui stimuleraient surtout la diurèse ou le fonctionnement des reins pour Mhm. l'élimination. Donc là, on pourrait imaginer, oui, combiner notamment la spiruline ou d'autres algues, le chlorella ou autres, Mhm. dans ce sens-là. Donc moi, la question qui me vient directement d'après ce que tu me dis, c'est quand est-ce que je choisis de prendre un complexe multivitaminé ou de la spiruline, puisque tu les mets un peu en parallèle ou presque en parallèle. Oui, bon, c'est un peu, on va dire, qu'on peut pas faire la comparaison entre les deux parce Mhm. que dans un multivitaminé, on trouve que des multivitamines et des minéraux oligo-éléments en général, alors que dans la spiruline, c'est beaucoup plus riche que ça. Et puis, on trouve aussi des protéines. Donc, si Mhm. dans ce cas-là, on a des carences, par exemple, qui sont des carences vitaminées, minérales, et aussi combinées avec un mauvais statut protéique. Donc là, probablement ça serait mieux d'opter pour la spiruline. Euh, donc, si aussi on a des carences, on a des carences, c'est-à-dire sur plusieurs micronutriments, là aussi, on pourrait opter pour la spiruline. L'utilisation du multivitaminé, en général, est à visée préventive. Mhm. Préventive, c'est-à-dire on prévient des carences ou on garde, on va dire, on garde un statut suffisant en micronutriments, surtout vitamines, minéraux, Ouais. oligo-éléments, lorsque l'alimentation ne peut pas apporter suffisamment de ces micronutriments. Par contre, pour la spiruline, on peut l'utiliser dans les deux cas, mais surtout dans le cas où on a
des déficits micronutritionnels et surtout aussi des déficits micronutritionnels associés avec des déficits en acides aminés. Ok. Les modalités, les modalités de prise, pardon, et les précautions. Oui, on a quelques précautions par rapport à la spiruline, vu que, bon, certaines, on en avait déjà parlé, vu que c'est une cyanobactérie qui absorbe Mhm. les métaux lourds. Donc, je rappelle, à titre d'information, que au niveau des cellules, nos propres cellules et même des cellules d'autres organismes vivants, on a quelques cyanobactéries, quelques types de cyanobactéries dedans, notamment les mitochondries. Les mitochondries sont des Mhm. cyanobactéries qui, apparemment, il y a très longtemps, ont intégré les cellules eucaryotes ou les organismes, les micro-organismes eucaryotes qui allaient devenir plus tard, enfin, qui allaient composer plus tard euh, enfin, nos propres cellules et des cellules d'autres organismes vivants aussi. Mhm. Donc, vu qu'elle a et on sait très bien que aussi les mitochondries ont cette capacité aussi, ont cette fragilité aussi d'être très sensibles aux métaux lourds. Et donc, c'est à peu près la même chose par rapport à la spiruline et aux autres microalgues et cyanobactéries. Et donc, dans ce cas-là, si on va dire la source de la spiruline est de mauvaise qualité, c'est-à-dire si elle a été cultivée dans un milieu qui est contaminé, bah, ça va contenir forcément des métaux toxiques, des métaux lourds. Donc il faudrait faire attention à ce côté-là. Il faudrait demander la traçabilité de la matière Mhm. première au laboratoire en question qui fabrique. Donc ça, c'est très important d'insister là-dessus. Actuellement, on a beaucoup de produits à base de spiruline et les matières premières proviennent de différents pays, donc il faudrait faire attention à ça. Et puis, en plus de ça, on a parfois sur le marché aussi certains autres types d'algues et qui sont des algues aussi qui ont aussi la couleur bleu-verte et qui pourraient être assimilées aussi à de la spiruline mais qui ne Mhm. le sont pas. Alors, en général, dans les étiquettes, on ne trouve pas écrit spiruline, mais ben, on pourrait trouver certaines choses qui pourraient rapporter, Qui fait penser. enfin, faire penser à de la spiruline. Donc là, il faudrait faire attention parce que la spiruline, ou en tout cas les espèces comestibles là, qu'on a de la spiruline, notamment la spirulina platensis, elle est, elle ne contient pas de certaines toxines que d'autres microalgues pourraient contenir, comme les microcystines par exemple, ou l'anatoxine A ou d'autres toxines qu'on pourrait trouver dans d'autres microalgues bleu-vertes. Donc ça, il faudrait faire Mhm. attention aussi à prendre de la spiruline et non pas d'autres types qui pourraient ressembler à la spiruline et qui pourraient être contaminés. Aussi, l'une des précautions les plus importantes, et ça c'est une observation empirique, c'est que quand on prend en général de la spiruline le soir, on a tendance euh, c'est-à-dire à altérer la qualité du sommeil, tout simplement parce que c'est un stimulant, c'est un Mhm. antifatigue. C'est un stimulant et un antifatigue vu la quantité de micronutriments que ça contient, la quantité de principes actifs que ça contient. Donc, le mieux, c'est de ne pas prendre le soir. Donc, le mieux, c'est de prendre la matinée ou au cours de la journée, mais pas le soir. Ça, c'est assez important. Après, maintenant, pour les dosages, c'est au thérapeute, au médecin de déterminer ça. En général, on part de quelques centaines de milligrammes jusqu'à parfois quelques grammes, voire plusieurs grammes par jour. Mhm. Donc, il faudrait déterminer maintenant les indications et les dosages correspondants, ce que le professionnel de la santé, nutrithérapeute, pourrait très bien faire. Et puis, concernant si on voudrait parler de contre-indications, on n'a pas en général de contre-indications euh, par rapport à la spiruline, sauf des cas extrêmement rares de phénylcétonurie, par exemple, Mhm. des gens qui ont une mauvaise métabolisation du phénylalanine qui est bien contenu
dans la spiruline en grande quantité. Mhm. Donc ça, il faudrait faire attention. Et puis, pour finir, dans certains cas, on pourrait avoir certains effets, on pourrait dire des effets secondaires, mais bon, c'est des effets de type troubles gastro-intestinaux, maux de tête, mais ça, on observe uniquement lorsqu'on commence directement avec des dosages élevés de spiruline. Donc là, il faudrait commencer progressivement avec des petits dosages et ensuite augmenter de jour en jour, de semaine en semaine, les dosages jusqu'à arriver au dosage qu'on veut. Mais il faut surtout pas donner des dosages élevés directement d'un coup. Ça pourrait produire soit des effets gastro-intestinaux, ce qui est moins gênant, ou alors même aussi des maux de tête. Mhm. Euh, donc là, il faudrait faire attention à ça. Ok, une question qui me revient souvent, c'est quid pour les femmes enceintes? Pour les femmes enceintes, ça Mhm. pose pas de souci. Il y a pas il y a pas de cas Mhm. rapportés par rapport à ça, ni pour les femmes allaitantes non plus. Mhm. Donc, ça pourrait être consommé en général sans problème, bon, avec des précautions, bien sûr, sous prescription Oui, médicale. oui, bien sûr. Mais il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas de problématique par rapport à ça parce qu'il y a pas de données là-dessus qui montrent que ça pourrait être toxique. Ok, alors justement, tu nous parlais du bio. Christiane qui nous dit qu'un producteur lui a dit qu'aucun ne pouvait avoir le label pardon, bio. Est-ce vrai? Non, non, ça, c'est pas vrai. On peut très bien avoir trouvé des matières premières qui sont, enfin, la spiruline à base de matières premières labellisées bio. Mhm. Si les conditions, le cahier de charge du bio est rempli. Donc ça, Ouais. c'est bon. Après, quand on dit tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais ça existe, hein. Ça existe Mhm. et on a d'ailleurs, je pense qu'on a chez, chez NRD, enfin Nutrilogix, on a une Ouais, spiruline tout à qui fait. est labellisée bio sans problème, donc pas de souci. Oui, tout à fait. Michel qui nous demande quid de la digestion de la spiruline? Oui, moi, la digestion, c'est-à-dire Je vais par demander de rapport à préciser la l'influence. question. Là, j'avoue que je n'ai pas L'influence, de... je sais pas, est-ce que c'est l'influence sur la digestion ou Hmm. aucune idée. Mais bon, c'est ce que j'avais expliqué par rapport à Ouais, ouais. peut-être si on en prend trop, on pourrait avoir des troubles gastro-intestinaux, mais Ouais, ça, ouais, c'est voilà. assez rare. Donc, Michel, si vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas, on attend. Anne-France qui nous demande bonjour, faut-il limiter dans le temps une cure de spiruline? Est-il possible, à contrario, est-il possible d'en prendre en continu sur du long terme? Les protocoles cliniques qu'on a dans les essais Mhm. cliniques, ça va de 6 semaines jusqu'à 12 semaines en général. Ce sont des protocoles de test quand même sur une certaine période comme ça. Et donc, moi, je suis pour qu'on prenne de façon, c'est-à-dire avec des cures et sur des cures et des fenêtres d'arrêt. Mhm. Donc, quelques semaines de prise, ensuite, je sais pas, 2, 3 semaines, quelques semaines d'arrêt, et on peut reprendre ensuite et ainsi de suite. Ça, c'est un schéma qui permet de prendre sur le long terme, voire sur le très long terme. Ok. J'avais une question, mais que j'ai oubliée. Ah oui, ça y est. On parle souvent de la spiruline et du fer. Quelqu'un qui aurait une ferritine trop élevée, est-ce qu'il faut l'éviter? A contrario, quelqu'un qui aurait un fer trop bas, est-ce qu'il faut en prendre justement? Alors, dans le premier cas, je n'ai pas d'informations là-dessus, c'est-à-dire le Mhm. fait d'avoir un fer élevé, est-ce qu'il faudrait éviter? Moi, je dirais que probablement oui. Mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Par Mhm. contre, en ce qui concerne une ferritine basse, là, enfin, il y a peu de données là-dessus, mais j'ai un recul, une expérience sur le terrain,
cliniques Mhm. sur le fait que le fait de donner de la spiruline pour quelqu'un qui souffre d'anémie, ça pourrait beaucoup aider. Pas dans tous les cas d'anémie. Ça pourrait corriger les taux bas de ferritine, surtout dans les cas d'anémie où on a, qui sont bien sûr fer dépendantes, mais qui sont aussi associées à d'autres carences. Parce qu'on sait très bien que une baisse, par exemple, de la vitamine B9, de la vitamine B12, pourrait Mhm. aussi conduire à une anémie, une baisse aussi de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E. Tout ça peut conduire aussi à une anémie. Donc, si, si on a une anémie qui est uniquement ferriprive, bah, pourquoi pas? On peut prendre la spiruline, mais on peut prendre aussi le protocole classique avec du fer, des suppléments de fer. Si maintenant on a une anémie qui est ferriprive, mais qui est aussi B dépendante ou d'autres dépendante d'autres Mhm. types de micronutriments, à ce moment-là, le mieux c'est de prendre la spiruline et pourquoi pas combiner avec d'autres produits aussi. Mais c'est assez intéressant de donner de la spiruline pour quelqu'un qui souffre d'anémie, je trouve. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire par déduction, mais pas par rapport à des informations, des publications scientifiques que j'ai Mhm. vues, mais par déduction uniquement, puisque la spiruline arrive à faire augmenter un taux de fer bas. euh, je pense que lorsqu'on a un taux de fer assez élevé, il faudrait éviter d'en prendre, oui, Mhm. effectivement. Ok, alors Christiane qui nous demande à quelle dose supplémenter un végétarien en B12? Ouais, là-dedans, il n'y a pas que de la B12, donc on fait la parenthèse, allez, pour la B12. Est-ce que tu as Ouais, une idée? bon, le végétarien, n'a pas besoin de supplémentation en B12. Mhm. Un végétarien, par définition, il consomme des aliments d'origine animale, il ne consomme pas uniquement des Mhm. viandes. C'est tout. Végétalien, je pense, elle veut dire par là végétalien. Et là, donc, je vais lui demander de s'orienter vers son nutrithérapeute. Ouais. Mais parce que, pourquoi? Si la question était sur autre chose, j'aurais répondu pas de souci. Mais par rapport à la B12, spécialement, on a deux écoles. On Mhm. a l'école, si on veut, francophone, je ne sais pas comment on la nommer, et on a une école anglo-saxonne, américaine. Mhm. Et l'école américaine propose des dosages qui sont extrêmement élevés, alors que l'autre école propose des dosages qui sont très bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a par exemple, ça peut aller des dosages qui peuvent aller de 10-50 microgrammes jusqu'à des dosages chez certains médecins et spécialistes américains qui recommandent jusqu'à 1000, 5000 microgrammes. Vous voyez, il y a une variabilité Ouais, ouais, extrêmement ouais, importante, extrêmement élevée. Donc là, il faudrait voir ça avec un nutrithérapeute compétent, un ouais. médecin Mhm. compétent là-dessus. Concernant la spiruline, ça pourrait beaucoup aider hein, les végétaliens, pas uniquement par rapport à la B12, par rapport aussi aux protéines, Mhm. puisque voilà, ça contient des protéines d'excellente qualité. Par rapport aux autres micronutriments, parce que quand on dit végétalien, on a souvent tendance à penser automatiquement qu'un végétalien mangerait forcément équilibré, bien, etc. Bon, on a aussi des végétaliens qui ne savent pas bien équilibrer leur alimentation, d'autant plus que quand on est végétalien, il faudrait qu'on fasse plus attention à l'équilibre alimentaire que quand on est Mhm. euh, enfin, flexitarien, si vous voulez. Flexitarien, ouais. Et dans ce cas, la spiruline pourrait être l'une des alternatives Mhm. pour un végétalien. Alors, j'ai une dernière question de Maha qui nous demande est-ce qu'elle peut être prescrite dans les maladies cœliaques? Euh, Probablement oui. Après, Mhm. faudrait voir, il y a pas de données là-dessus, il n'y a pas d'études par rapport à la prise de spiruline en cas de maladie cœliaque. Faudrait voir. Moi-même, c'est-à-dire j'ai eu quelques cas là-dessus dans ce sens-là et ça ne
produit pas de problèmes Mhm. gastro-intestinaux. Si la maladie cœliaque est bien maîtrisée, bien traitée, la personne, elle mange déjà depuis un certain temps sans gluten, son alimentation est équilibrée, etc. Oui, dans ce cas-là, la spiruline pourrait être très intéressante pour compenser les éventuelles carences qu'on trouve très répandues chez les patients souffrant de maladie cœliaque. Alors, notre habituelle Marianne qui nous demande, elle a lu une étude qui parle de la spiruline comme aide au traitement de la dépression grâce à ses protéines. Oui, oui, ça pourrait être ça, parce que on sait très bien que certains acides aminés sont des précurseurs de neurotransmetteurs, hein. Mhm. Glutamate, glutamine, par exemple, pour le GABA, tryptophane pour la sérotonine, phénylalanine, tyrosine pour la dopamine et les catécholamines, etc. Il y a tout un tas d'acides aminés qui sont des précurseurs de neurotransmetteurs. Donc oui, c'est-à-dire ça pourrait servir en cas de dépression. Je ne dirais pas que ça serait un traitement directement, mais ça pourrait faire partie d'une stratégie contre la Mhm. dépression. Eh bien, voilà, j'en ai fini pour les questions pour ce soir. Alors, exceptionnellement, on se retrouve, on vous donne rendez-vous mercredi, ce mercredi 5 mai, ici à 18 heures, toujours en direct. On sera accompagné d'Édouard Courreau, qui est nutritionniste, je pense, et pharmacien, docteur en pharmacie en tout cas. Et on vous prépare un sujet sur le sport, l'acide lactique et le sport. Tu peux peut-être nous en toucher un petit mot, si tu as déjà Oui. quelque chose là-dessus. Oui, on va discuter avec Edouard du métabolisme de l'acide lactique, de Mhm. l'acidose lactique, euh, enfin de l'effet de l'acide lactique chez le sportif. Euh, et on va donner aussi quelques solutions par rapport à ça aussi. Donc ça serait, je pense, une très bonne intervention qui serait bénéfique à nos auditeurs. Eh bien voilà, donc je vous donne pour une fois rendez-vous mercredi. Bien sûr, vous le savez, les vidéos seront toujours visibles après, mais si vous voulez pouvoir poser des questions, on y répond, mais exclusivement en direct, sinon on aurait beaucoup trop de travail à y répondre après. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Euh, Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et une bonne semaine. À bientôt alors. Salut Amine. Salut, merci, à mercredi, salut.